qui est extrêmement précise, et donc on sait calculer très précisément la probabilité de gagner au loto. Par contre, probabilité d'avoir un accident de la route durant le prochain trimestre, ça c'est quelque chose qui intéresse très fort les assureurs. Par exemple, un assureur voudra savoir combien il doit vous faire payer pour que lui ne perde pas trop d'argent si jamais vous avez un accident. Et donc un assureur va avoir tendance à regarder le profil de l'assuré en disant tiens, c'est un jeune de 25 ans qui a déjà fait 2 accidents en faisant du wheeling place Fernand-Coq, celui-là je vais lui faire payer un peu plus son assurance que si c'est un vieillard, enfin une personne plus âgée de 40 et des ans qui habite le Brabant-Wallon, ce genre de choses. Donc ces différents événements et tous ceux auxquels que vous pouvez imaginer, et leur probabilité se calcule et s'interprète de façon très 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 différente. Et la théorie des probabilités sert à assigner à toute une série d'événements, en fait à tous les événements que vous pouvez imaginer, une probabilité. Il faut trouver une façon d'assigner une probabilité. Alors la théorie des probabilités est très puissante, elle est en train de changer le monde, et elle est même en fait extrêmement simple. En effet, en combinant des notions même rudimentaires de théorie des probabilités avec des statistiques simples, on peut apporter des réponses objectives à des problématiques d'intérêt général. Par exemple, toutes les problématiques d'épidémiologie qu'on est en train de connaître pour le moment, c'est quelque part des calculs de probabilité associés à des statistiques descriptives faciles. Donc un exemple facile à intuiter, je ne sais pas si le mot existe mais je l'aime bien. Donc intuiter, c'est donner une intuition. C'est le tableau basé sur la notion de... Enfin, c'est l'idée de probabilité calculée sur base d'une table de mortalité. J'ai pris ici un extrait de la table de mortalité qui est disponible, qui est publiée par la Direction générale des statistiques belges. Donc c'est la table de mortalité en Belgique des hommes en 2011, donc c'est relativement vieux, il faudrait voir si ça a évolué maintenant. Et on voit qu'il y a en 2011 65 789 enfants entre 0 et 1 an, 66 360 entre 1 et 2 ans, 66 455 entre 2 et 3, etc., etc. Il y a eu 232 décès d'enfants de moins d'1 an, 29 décès entre 1 et 2, 13, etc., etc. Et donc à partir de ce tableau, on peut intuiter un taux de mortalité à la naissance. On peut simplement dire le taux de mortalité à la naissance, c'est 232 divisé par 65 789. Ça fait ce taux-là qui est de l'ordre de 3 pour 1000. Il y a 3 décès pour 1000 dans des circonstances normales d'un bébé normal né en Belgique en 2011. Il y a 4 pour 10 000 entre 1 et 2 ans et ainsi de suite. Quand on vous donne une table pareille, de manière totalement intuitive, vous en déduisez quelque chose sur le mode de vie ou la qualité de vie en Belgique en 2011. On peut même calculer quelque chose qui s'appelle l'espérance de vie. L'espérance de vie, c'est la durée moyenne d'une vie normale de quelqu'un de normal né en 2011. Comment on fait ça ? Simplement, on prend le nombre de personnes décédées en Belgique en 2011. Il y en avait 51 426 visiblement. Et on regarde le pourcentage de personnes qui sont mortes à l'âge I. Non, on regarde chacune de ces personnes-là et on regarde l'âge de son décès et on calcule un âge moyen de décès en Belgique en 2011. Et on voit que c'est 77,76. Donc ça nous donne l'âge moyen de mortalité d'hommes en Belgique en 2011 et on peut en déduire une espérance de vie à I ans. Donc quelqu'un qui est né en 2011, il va... Non, plutôt quelqu'un qui a I ans né en 2011, son espérance de vie sera 77,76 ans moins son âge, dans des conditions normales. Ces tables-ci, ça donne naissance à des statistiques descriptives qui sont extrêmement instructives à regarder. Par exemple, on peut regarder l'âge moyen, donc la durée de vie moyenne en Belgique. On voit que ça augmente. On peut regarder, c'est peut-être intéressant de comparer les durées moyennes de vie entre les différentes régions du pays pour en déduire des choses. Je ne me risquerai pas à l'interprétation, mais on voit que par exemple, la région flamande en 2011 avait une espérance de vie de 81 ans, alors que la région wallonne avait une espérance de 78 ans.
ça nous renseigne de quelque chose sur lequel je ne vais pas m'aventurer, du mode de vie ou de la différence de mode de vie entre la Wallonie et la Flandre, par exemple en Belgique. Ça va, vous suivez toujours? Ok. Alors, ça peut être intéressant aussi de regarder ce genre de choses au niveau mondial. Donc ici, ce sont des données qui datent de 2013. On voit que la durée de vie moyenne d'un bébé né en 2013 à Monaco sera de l'ordre de 90 ans et au Swaziland sera de l'ordre de 31 ans. Voilà, je ne me risquerai pas à interpréter ces données, loin de là, mais on y lit quelque chose de manière naturelle. On voit par exemple qu'il y a une différence d'espérance de vie entre les États-Unis et le Canada et les États-Unis, par exemple. On interprète des choses à partir de ces données relativement objectives, en faisant des calculs relativement intuitifs, on interprète des choses. Alors ça, vous savez déjà faire a priori. Vous n'avez pas besoin de moi, vous avez déjà fait un peu de statistiques descriptives à l'école. Vous referez beaucoup de statistiques descriptives dans la suite de votre métier, de vos études surtout, et puis dans votre métier. Et l'interprétation qu'on en fait, on dit on utilise le jeu de données observé dans le passé pour faire une prédiction sur l'avenir d'un individu normal. Donc, je vous offre un jeu de données, des durées de séjour d'un patient, de patients dans un hôpital, les durées de cicatrisation après césarienne, ce genre de... Voilà, on vous donne des données objectives et à partir de ces données, vous faites des statistiques descriptives qui vont donner une interprétation sur la prédiction que vous pouvez faire dans un cadre où vous imaginez que le monde ne change pas. Alors dans certains cas, et c'est plutôt à ça que moi je vais m'intéresser dans ce cours-ci, c'est que dans certains cas, on peut faire beaucoup mieux que d'utiliser les données observées comme modèle. Donc on peut faire beaucoup mieux, beaucoup plus intelligent que de simplement utiliser les données observées puis faire un calcul de moyenne d'écart type ou de quantile pour ceux qui connaissent ce genre de choses. Alors on va se prendre un exemple. Donc on est au slide 27. Imaginons que je vous offre le jeu de données 1, 3, 5, 5, 4, 1, 6, 2, 3, 5. Je vous offre ce jeu de données là. J'ai simplement recopié celui qui était ici. 1, 3, 5, 5, 4, 1, 6, 2, 3, 5. 1, 3, 5, 5, 4, 1, 6, 2, 3, 5. Si je ne vous donne aucune information sur ce jeu de données, je ne vous dis rien. Je vous dis juste, voici les données du passé. Et je vous demande, tiens, si tu devais parier, quelle serait la probabilité d'observer demain un nombre pair? Donc, vous imaginez que le système qui a donné naissance à ce jeu de données, ici, vous imaginez qu'il va être reproduit demain. Vous n'avez aucune information sur ce mécanisme, mais vous imaginez qu'il va être reproduit demain, et on vous demande de parier sur le fait que l'issue prochaine sera paire. Dans ce cas-là, la seule façon intelligente d'utiliser les données pour prédire pour demain, c'est de dire, oui, quels sont les nombres pairs? Il y en a 1, 2, 3. Il y a eu 3 nombres pairs dans le passé. Ces 3 nombres pairs, il y a combien de données au total? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a 10. Moi, ma prédiction sur base des observations, c'est de dire, ça vaut 3 sur 10. Pourquoi? Je prends le nombre de nombres pairs et je divise par 10. Ça paraît logique à tout le monde, ça? Ok. Maintenant, imaginons que je vous informe du mécanisme. Je vous dis, mais en fait, non, je sais comment ce jeu de données a été créé. Ce jeu de données a été créé à partir d'un lancer de dés. Donc de 10 lancers de dés, indépendants. Donc on vous dit qu'on a lancé un dé 10 fois et qu'on a obtenu, au premier lancer on a obtenu 1, au deuxième lancer on a obtenu 3, troisième lancer on a obtenu 5 et ainsi de suite jusqu'au 10e lancer où on a obtenu 5. Dans ce cas-là,
Sur base de ce modèle-là, vous n'allez plus utiliser les données passées pour prédire la probabilité. Vous allez, dans ce cas-ci, sur base de l'information et de votre connaissance du modèle, donc de votre connaissance des lancers de dés, qu'est-ce que vous allez dire comme probabilité? Plus 3/10. Vous n'avez plus besoin d'utiliser de données passées pour prédire que la chance d'observer un nombre pair si vous relancez un dé, c'est une chance sur 2. Vous voyez ça? Donc, si vous n'avez pas d'informations sur les mécanismes, la meilleure chose à faire, c'est celle-là. Vous utilisez des données, l'historique, pour donner une valeur raisonnable à partir du passé dont vous vous servirez pour prédire le futur. Mais si jamais vous avez de la chance de disposer d'informations, donc on vous informe par exemple que le jeu de données a été créé à partir de 10 lancers de dés indépendants, alors vous avez une autre probabilité. Vous avez revu votre calcul et vous allez prédire que ça vaut une chance sur 2. Si maintenant on vous informait que le jeu de données a été, j'aurais dû dupliquer, a été créé à partir de 10, je ne sais pas comment on dit ça, roulettes avec 56 options. Là, donc vous imaginez une roulette comme ceci, divisée en 56 parts, on va imaginer qu'elles sont égales. Là, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que la probabilité d'observer un nombre pair, ça va rester un demi, parce que les roulettes sont égales. Mais vous allez aussi dire qu'il y a un truc bizarre. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a de bizarre. Donc on vous dit que les nombres qui ont été observés ici, donc ce 1, 3, 5, 5, 4, 1, 6, 2, 3, 5, ça a été créé en faisant tourner une roulette avec 56 options. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, tac, 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 56. On a lancé une roulette 10 fois et on a obtenu les nombres qui sont en mauve ici. Donc là, quelle est la probabilité d'observer un nombre pair? C'est une chance sur 2 toujours, mais il y a un truc bizarre. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a de bizarre. Exactement, Théodore. Il y a quelque chose soit on n'a vraiment pas eu de bol et les 10 lancers ont donné lieu à quelque chose entre 1 et 6 et c'est très surprenant, soit il y a quelque chose qui ne va pas avec le modèle. Et ça, ce que je viens de faire là, c'est en fait le rôle des stats. Donc les stats vont vous dire, Lucie, ne fais rien. Je vais refuser ta demande. Voilà, je refuse. Oh, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi? Ok. Donc, ce qu'on vient de faire dans cet exemple-ci, c'est qu'on vient d'utiliser notre connaissance du modèle pour dire que ça semble très étonnant que l'hypothèse qu'on a faite sur le modèle est vraie. Parce que si jamais c'était vrai, alors il y aurait très peu de chances que les 10 fois qu'on lance, on observe des choses qui sont plus petites que 6. Vous avez suivi? Ok. J'ai mon ordinateur qui est en train de perdre sa batterie, je vais vite mettre mon chargeur. Voilà. Alors,
Donc je reviens à mes slides. Quand on ne dispose pas d'informations, la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser les données passées pour prédire... Ah pardon, Marco, qu'est-ce que tu dis? Donc on peut dire qu'un événement a plusieurs probas selon les connaissances qu'on a dessus, ou alors on part du principe que la probabilité peut être fausse et améliorable. Question extrêmement profonde. Oui, tu as raison, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si jamais tu n'as pas de connaissances du tout, bah, tout ce que tu peux faire, bah, dans mon exemple ici, c'est 3 sur 10. Soit si tu as une connaissance du style, bah, c'est un lancer de dés, alors bah, tu as fini, tu sais tout sur l'expérience. Soit si tu as une connaissance mais que tu vois que tes données contredisent ton modèle, bah, tu utilises ces données pour améliorer ton modèle. Et donc ça, c'est effectivement un problème. Bah, c'est tout l'enjeu de toutes les stats et de toutes les probas passées, contemporaines et futures. Ça va, ça répond à ta question? Ok. Donc, dans pas mal de circonstances, on a des modèles naturels qui sont offerts par vos connaissances habituelles. Et puis après, en fait, le rôle des sciences, c'est de trouver des modèles qui s'adaptent à différentes circonstances. Et donc nous, on va se mettre toujours dans un cadre extrêmement limité. Par exemple, si vous lancez une pièce à pile ou face, vous savez que le modèle habituel, c'est que votre pièce est équilibrée. Et donc vous avez une chance sur deux de tirer pile et une chance sur deux de tirer face. Si vous lancez un dé à 6 faces, vous avez le modèle habituel qui dit que si vous lancez un dé équilibré, il y a une chance sur 6 de voir 1, une chance sur 6 de voir 2, une chance sur 6 de voir 3, et ainsi de suite jusqu'à 6. Si vous tirez une carte au hasard dans un jeu de cartes standard, le modèle habituel, c'est de dire que chaque issue vaut 1 sur 52. Mais on pourrait aussi imaginer de chipoter avec les modèles. Par exemple, si vous supposez que vous jouez avec un tricheur à votre jeu de cartes, votre tricheur, il sait probablement manipuler les cartes pour faire apparaître ce qu'il veut. Et donc là, la probabilité d'une issue n'est plus 1 sur 52. C'est autre chose. Ça dépend de ce que voudra faire le tricheur. D'une autre façon, on peut toujours s'amuser à déséquilibrer un dé pour faire en sorte que, par exemple, que la probabilité de voir apparaître... on pourrait imaginer, par exemple, un dé dont les probabilités sont plus 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pourrait imaginer un dé qui va être, je ne sais pas comment on dit ça, loaded, the dice are loaded, pipé, de façon à toujours tomber par exemple sur un nombre impair. Voilà, ici j'ai un dé qui tombe soit sur 1, soit sur 3, soit sur 5, mais jamais sur 2, 4 ou 6. C'est un dé que j'ai pipé pour, dont j'ai changé les probabilités. On pourrait aussi imaginer en fait n'importe quelle suite P1, P2, P3, P4, P5, P6 de nombres tels que la somme des PI vaut 1 et tous ces nombres-là sont entre 0 et 1. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est toutes les façons qu'il y a d'encoder un résultat d'un lancer de dés non équilibré. Si vous avez un dé qui est pipé de façon à faire tomber plus la face 1 ou la face machin, la face I, vous associez à la probabilité de faire apparaître la face I la probabilité PI, P1, P2, P3, P4, P5, P6. La seule contrainte que vous pouvez avoir sur ces nombres, c'est que leur somme doit valoir 1. Par exemple, 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers, ça vaut 1. 1 sixième plus 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 1 sixième, ça vaut 1. Il faut que la somme totale fasse 1 et que toutes les probabilités sont entre 0 et 1. Est-ce que tout le monde suit toujours? Ok. Merveilleux. Alors,
D'autres cas où il y a des modèles un peu moins simples, sur lesquels on va revenir pendant le cours. Donc, les exemples que je vous ai donnés ici sont typiquement, donc ceux que j'ai mis en rouge ici, les exemples naturels, ce sont des exemples qu'on appelle uniformes. Ça porte un nom. Donc ça, ça et ça, c'est ce qu'on appelle des modèles uniformes. Pourquoi uniformes? Parce qu'ils attribuent la même probabilité à toutes les issues possibles. Donc ça se passe de façon uniforme. C'est assez logique. Mais il y a d'autres exemples qui ne vont pas donner lieu à des lois uniformes. Par exemple, si vous prenez 20 questions à choix multiples à 5 options et que vous répondez totalement au hasard, votre code final, c'est quoi? C'est 0 si vous avez répondu faux à tout, c'est 20 si vous avez répondu correctement à tout, et sinon ça se répartit quelque part entre 0 et 20. Donc votre code final ici, disons que c'est x. Ça va aller de 0 jusqu'à 20. Sauf que la probabilité d'avoir juste à une question, donc la probabilité de répondre correctement à une question, c'est quoi? Vous avez 5 options. Vous répondez tout à fait au hasard. Vous avez une chance sur 5 d'obtenir la bonne réponse, et donc 4 chances sur 5 d'avoir la mauvaise réponse. Donc au total, votre code final, ce sera la somme de votre code à la question 1, puis de votre code à la question 2, puis de votre code à la question 3, et ainsi de suite. Et pour chacune de ces questions, vous n'avez qu'une chance sur 5 de répondre correctement. À quoi va ressembler la distribution de votre code final? Ce ne sera pas uniforme. Vous n'avez pas autant de chances d'avoir 0 sur 20 qu'il n'y a de chances d'avoir 20 sur 20. En fait, pour avoir 0 sur 20, il faut répondre faux à tout, ce qui est quand même vraiment pas de chance. Et pour avoir 20 sur 20, il faut répondre correctement à tout, ce qui est aussi vraiment beaucoup de chance. En général, quelqu'un de normal qui répond de manière aléatoire à 20 questions à choix multiples avec 5 options, la cote moyenne sera quelque part aux alentours de 4. Pourquoi 4? 4 parce que c'est 21 choix possibles. Il y a 21 codes possibles, mais vous avez une chance sur 5 d'avoir la bonne réponse. En fait, non, ça va être 20 fois un cinquième, pardon, je dis une bêtise. Et donc votre réponse, ce sera, en moyenne, vous aurez une cote aux alentours de 4 sur 20. Et puis, certains auront un peu plus de chance, et donc ils auront une cote un peu plus élevée, et certains auront un petit peu moins de chance, et donc ils auront une cote un peu plus basse. Et la répartition se fait suivant une sorte de courbe en cloche autour de la cote moyenne. Ça va, ça? Ok. Alors un autre exemple, c'est le temps d'attente du métro. Pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y avait grève, mais un jour normal. Le temps d'attente du métro, imaginons que vous êtes sur le quai du métro, vous regardez la petite horloge qui vous dit combien de temps il faut attendre, et vous voyez que c'est 5 minutes. Ce que vous savez, c'est que vous allez devoir attendre 5 minutes, parce que le métro ne sera pas à l'heure, mais il sera peut-être un petit peu en retard. Donc il y a de fortes chances que vous attendez 5 minutes plus un petit chouïa, mais il y a très peu de chances que vous deviez attendre 20 minutes. Donc votre distribution, elle va ressembler à quelque chose, il n'y a aucune chance d'attendre moins de 5 minutes, et puis à partir de 5 minutes, vous avez une forte chance d'attendre 5 minutes et des poussières, mais très peu de chance d'attendre 15 minutes, et vraiment aucune chance d'attendre 20 minutes, dans un cadre normal. Dernier exemple que je voulais vous donner, c'était l'exemple des âges. Les âges en jours des étudiants de BA1 n'est pas du tout répartis de manière uniforme. La plupart d'entre vous a le même âge, en tout cas à peu près, quelque part aux alentours de 4750 jours. Certains d'entre vous sont plus jeunes. Certains d'entre vous sont nés en fin d'année, ou ont sauté une année, ou sauté 2 années, ou sauté 3 années. Et certains d'entre vous sont plus âgés. Ils ont eu fait d'autres choses, ou ils ont dû répéter une année pendant la secondaire, etc. Ça va?
L'objectif de la théorie des probabilités est de donner un cadre formel unique, cohérent et rigoureux permettant d'abriter toutes les questions liées au hasard. Le point de départ de cette théorie est une construction abstraite de la notion de probabilité qui va pouvoir nous permettre de calculer mathématiquement des probabilités d'assigner des probabilités mathématiques à des événements. Une probabilité, ce sera mathématiquement parlant. Donc dans le cadre de ce cours, on va se retirer du réel, on ne va plus regarder le réel vous le réinjecterez en second quadrimestre pendant votre cours de biostat, mais ici, ce qu'on va regarder, c'est simplement une probabilité comme une mesure mathématique qui assigne à un événement A une probabilité P de A, et ce P de A doit ultimement représenter une estimation raisonnable de la vraisemblance de l'occurrence de l'événement A. Si on se soustrait de toutes les contingences réelles, pour qu'un tel calcul soit valide et pertinent, mathématiquement parlant, il doit satisfaire certaines exigences de base. Lesquelles ? La première, c'est que la probabilité d'un événement certain doit être égale à 1. Tout le monde voit ça ? L'événement qui va avoir lieu doit avoir une probabilité de 1. 100%. Bah oui. Pourquoi 100% et pas 22% ? Parce que 22, ce serait bizarre. On a tous envie de dire que un événement qui a 100% de chance d'arriver, c'est un événement qui va arriver. Une autre contrainte absolument indispensable, c'est que la probabilité qu'un événement n'ait pas lieu, on veut que ce soit 1 moins la probabilité que cet événement ait lieu. La probabilité de ne pas tirer un 5 de pique, c'est 1 moins la probabilité de tirer un 5 de pique. Ça va à tout le monde, ça aussi ? Donc c'est une deuxième contrainte absolument naturelle. Si on veut assigner une probabilité mathématique, elle doit faire la règle rouge, elle doit faire la règle mauve, sinon ça n'a juste aucun sens par rapport à ce à quoi on s'attend d'une probabilité. Dernière chose, on veut que si on a des événements qui ne peuvent pas avoir lieu en même temps, donc ça c'est ce qu'on appelle les événements disjoints, la probabilité d'avoir l'un ou l'autre, ça doit être la somme de leurs probabilités respectives. Quelle est la probabilité d'avoir tiré un 5 de pique ou un 7 de cœur ? C'est 1 sur 52 plus 1 sur 52. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Si jamais cette règle-là n'est pas satisfaite, on est dans un monde qui n'a aucun sens. D'accord ? Donc, on se soustrait de toutes les contingences réelles, on oublie le réel, on oublie le monde réel, ça fait du bien de toute façon, et on essaye de construire une mesure de probabilité P de A, qui est simplement une fonction qui assigne à des événements un nombre entre 0 et 1, qui devra représenter une estimation raisonnable de la vraisemblance de l'occurrence de cet événement. Pour que ceci puisse se faire, notre fonction elle doit faire certaines choses. Par exemple, la probabilité d'un événement doit être 1, la probabilité qu'un événement ait lieu, la probabilité qu'un événement n'ait pas lieu, la probabilité de A complémentaire, ça doit être égal à 1 moins P de A, sinon le monde n'a plus aucun sens. Et... j'aime bien ta question, Théodore. Oui, bien sûr, il y a des événements incertains, sinon il n'y aura pas de probabilité. Donc l'événement certain, c'est si je choisis un nombre entre 1 et 10, quelle est la probabilité que ce nombre soit entre 1 et 10 ? Il faut que ce soit 100%. Quelle est la probabilité qu'on meure ? 100%. On va tous mourir. D'accord ? Quelle est la probabilité qu'on meure l'année prochaine ? Ça dépend. D'accord ? Donc l'événement certain, l'événement qui va avoir lieu, il doit avoir une probabilité de 1. J'ai répondu à ta question ? Ok. Alors, et si on est certain qu'un événement n'aura... si tu es certain qu'un événement n'aura pas lieu, quelle est la probabilité que la Terre s'arrête de tourner ? Ça doit être 0. Il n'y a pas d'autre choix. Et donc, il n'y a pas de contradiction entre la règle numéro 1 et la règle numéro 2, parce que 1 moins 1, ça fait bien 0. Ça va ? Oui. Donc, même si ça semble intuitivement assez évident, le calcul de proba, l'ennui c'est que c'était peut-être un peu trop évident, et ça a fait que
mathématiquement, c'était assez compliqué en fait d'établir un calcul des probabilités qui fonctionne. Et l'humanité a mis pas mal de temps à trouver la bonne formulation. Et la bonne formulation a été découverte dans les années 30 par les écoles russes et françaises. Et elle est étonnamment simple. C'est surprenamment facile en fait d'établir une bonne définition de probabilité mathématique. Et c'est ce qui va venir maintenant. Alors, vous êtes toujours là? Ok. Donc, pour établir mathématiquement les probabilités, on a besoin de un peu de vocabulaire. Et donc, on va retourner dans la théorie des ensembles qu'on avait étudiée dans le cours précédent. Et donc, on va mettre tout ça en place avec quelques définitions. Mais vous allez voir, c'est surprenant à quel point il y a peu de définitions pour faire une théorie aussi puissante. La première définition, c'est celle d'espace fondamental. Donc, l'idée, c'est que on a une expérience aléatoire. Et cette notion d'expérience aléatoire, c'est l'idée, c'est une expérience dont on ne peut connaître le résultat, dont on ne connaît pas le résultat à l'avance. Et on s'intéresse à calculer les probabilités dans cette expérience aléatoire. La première chose dont on a besoin, c'est de ce qu'on appelle l'espace fondamental. Et l'espace fondamental, c'est quoi? C'est l'ensemble qui contient toutes les issues possibles de l'expérience. C'est tout. Vous avez une expérience dont vous ne connaissez pas le résultat à l'avance, commencez par faire la liste de tous les résultats possibles. En tradition judéo-chrétienne, on note cet ensemble oméga. D'autres traditions donneront une autre notation à cet ensemble, mais typiquement on note ça oméga. Alors, l'exemple le plus simple, c'est l'exemple du lancer de dés. Si vous lancez un dé, vous ne savez pas quel sera le résultat à l'avance, mais vous savez que ce sera quelque part entre 1 et 6. Donc l'espace fondamental associé à l'expérience aléatoire lancée de dés, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout le monde voit ça? Si vous lancez une pièce, votre pièce elle va faire soit de pile, soit de face. Et donc l'espace fondamental associé à la lancée de pièces, c'est simplement l'espace qui contient pile ou face. Si vous avez un examen à passer, votre cote sera quelque part entre 0 et 20. Si vous regardez votre âge en jours, votre âge en jours, pourquoi est-ce que j'ai mis 43 800, je ne sais plus. Ça donne quoi si je divise 43 800 par 365? Ça fait 120 ans, oui c'est pas mal ça. 43 800, c'est 120 ans. Donc oui, je crois qu'il est raisonnable de supposer que votre âge sera quelque part entre 0 ans et 120 ans. Et donc l'expérience de l'âge de votre mort, c'est un espace fondamental qui va entre 0 et 43 800. Si vous devez attendre un bus, votre temps d'attente, ça peut être quelque part entre 0 et plus l'infini. Donc là, pour celui-ci, vous pourriez me dire, oui, mais non, c'est pas, pourquoi est-ce que 120 ans, quelqu'un pourrait vivre 121 ans? Et là, je te dirais, oui, peut-être, on pourrait même dire, il y a certaines traditions, on a imaginé des gens qui vivaient 900 ans. Alors je pourrais dire, oui, bon, d'accord, oméga, je ne vais pas le prendre borné, je vais prendre oméga qui est l'ensemble de tous les naturels. Donc 0, 1, 2, jusqu'à plus l'infini. Donc ce que vous voyez, c'est que dans la notion d'espace fondamental, il y a des espaces finis, ordonnés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est joli, c'est ordonné, c'est fini. Et il y a des espaces finis, mais non ordonnés. Il n'y a pas d'ordre entre pile et face. C'est juste c'est qualitatif, c'est pas quantitatif. Il y a d'autres espaces finis ordonnés aussi. Celui-ci, il est fini ordonné, mais celui-là, il est infini dénombrable. Si vous vous souvenez de la définition de dénombrable. Et celui-ci, il est infini indénombrable. Donc l'espace fondamental associé à une expérience aléatoire, suivant la nature de l'expérience, il donnera lieu à différents types d'ensembles, qui peuvent être des ensembles très faciles comme le premier, le troisième et le quatrième, ou des ensembles plus compliqués comme le deuxième, ou des ensembles plus compliqués comme le rang ou le verbe. Un événement de oméga, un événement associé à une expérience aléatoire,
En fait, en vrai, la vraie définition, elle est un peu plus compliquée, mais pour vous, dans le cas de ce cours, on va simplement dire que c'est une partie de oméga. Oups, c'est une partie de oméga. Par exemple, si vous lancez un dé et que vous regardez l'événement observer un nombre pair, bah c'est soit de 2, soit de 4, soit de 6. Ce sont les seules issues paires associées à l'expérience de lancer un dé. Bah, cet ensemble 2, 4, 6, celui-ci, c'est bien une partie de oméga. Observer pile quand vous lancez une pièce, bah c'est juste l'ensemble singleton pile, qui est bien entendu une partie de oméga, du oméga associé au lancer de pièce. Si vous regardez votre examen, ce qui vous intéresserait, c'est d'avoir une cote supérieure à 12 sur 20, en tout cas en maths. Avoir une cote supérieure à 12 sur 20, c'est avoir 12, 13, 14, 15, 16 jusqu'à 20. Et ça, de nouveau, c'est bien une partie de l'ensemble fondamental à l'expérience, avoir une cote entre 0 et 20. Vous suivez toujours? Ok. Donc vous retenez quoi? Vous retenez expérience aléatoire, c'est une expérience dont on ne peut pas connaître l'issue avec précision. Donc comme disait je ne sais plus qui, il y a des événements certains, des événements incertains. Associé à cette expérience aléatoire est l'espace fondamental qui simplement collecte toutes les issues possibles. C'est ça qui va vous intéresser. C'est toutes les issues possibles. Et plus précisément, ce qui va vous intéresser encore plus, ce sont les événements. Et les événements, c'est simplement des parties de votre oméga. Donc vous avez votre oméga. Si je fais un petit dessin, un joli dessin, comme ça. Vous avez votre oméga qui contient tout. Ça, c'est oméga. Et les parties de oméga, donc imaginons qu'oméga contienne ces ensembles-ci. Voilà, ce sont les points qui sont ici. Ça, c'est oméga. Et les parties de oméga, ce sont simplement tous les sous-ensembles possibles de ce oméga. Donc, par exemple, celui-ci, ça, c'est bien un sous-ensemble. Cette collection de ces trois-ci, c'est bien un sous-ensemble de oméga. Donc ça, c'est un événement. On va l'appeler là. Un autre événement, ce serait, par exemple, ceux-là. Donc ces quatre-là, que je viens d'entourer en vert. Ça, c'est un autre événement que je vais appeler B. On pourrait imaginer un troisième événement qui serait celui-ci. Donc là, vous remarquez que A et B sont disjoints, mais si s'appelle ça C, C n'est disjoint ni de A ni de B. Et notre jeu, ce sera d'assigner donc, une mesure de probabilité. Mais ça existe quelque part, une mesure de probabilité. Donc c'est une mesure de probabilité sur oméga. Sur oméga, c'est quoi? C'est une fonction P, je note ça toujours P, qui fait quoi? Qui part des ensembles de oméga, et qui les envoie sur quoi? Sur un nombre entre 0 et 1. Donc, une mesure de probabilité, c'est simplement une assignation qui envoie un ensemble, un sous-ensemble de oméga, A, B et C dans mon exemple ici au-dessus, sur un nombre entre 0 et 1, qui fait quoi? Qui mesure la vraisemblance de l'occurrence ou non de l'événement. Oui, mais donc j'ai peut-être oublié de vous donner la notation. La notation pour l'ensemble des ensembles, c'est P de oméga. L'ensemble des événements, c'est P de oméga. Ça, c'est l'ensemble des sous-ensembles de oméga. Donc vous imaginez tout. Mais j'ai pas encore fini, Cyrine, la définition. Enfin, je sais pas, tu parles de laquelle? La définition d'événement ou la définition de mesure de probabilité? Est-ce que tu me... Donc la dernière, c'est celle-là, celle que je suis en train de souligner ici. Oui, j'ai pas encore fini. Donc espace fondamental, ça va? Oui. Événement, ça va?
Ok. Maintenant, probabilité, c'est quoi? Ben, c'est une fonction. C'est une fonction que je vais noter P, qui prend un ensemble de oméga, imaginons qu'il s'appelle A, et qui l'envoie sur un certain nombre P de A. Il enverra B aussi sur un certain nombre P de B. Il enverra C sur un nombre P de C, et ainsi de suite. Il enverra n'importe... Oh, c'est pas très lisible en jaune. Il enverra n'importe quel ensemble sur un nombre qui assigne à cet ensemble une probabilité. Et cette probabilité, Mona, faut-il connaître les définitions par cœur ou juste savoir utiliser les notions? Vaut mieux les connaître par cœur. Je vous interrogerai plus que probablement pas là-dessus, parce que vous aurez plus que probablement accès à vos notes au cours. Donc ça ne servira pas à grand chose de tout connaître par cœur. Mais c'est plus simple si vous connaissez, il n'y en a pas tellement. Hein. Je crois que dans tout le cours, il y a 15 définitions. Donc ça ne devra pas encombrer trop vos cerveaux de toutes les connaître par cœur. Donc, si jamais à l'examen vous n'avez pas accès à vos notes, alors je poserai peut-être des définitions, mais je crois que les choses se profilent pour que l'examen se passe en distanciel, et auquel cas vous aurez accès à vos notes, et auquel cas je ne poserai pas de questions de définition. Mais par contre, je vous poserai des questions de manipulation de définition. D'accord? Donc je reviens à ma définition. Une mesure de probabilité sur un ensemble oméga, c'est une fonction qui assigne à chaque événement A un nombre P de A qui est appelé la probabilité. Et cette assignation doit satisfaire les 4 contraintes que je mets en rouge ici. La première, c'est que la probabilité de n'importe quel événement doit être un nombre entre 0 et 1. La deuxième, c'est que la probabilité de l'ensemble total de oméga doit être égale à 1, et la probabilité du vide, c'est-à-dire le complémentaire de l'ensemble oméga, doit être égale à 0. Donc la probabilité d'un événement qui n'aura pas lieu, c'est 0, et la probabilité d'un événement qui aura lieu, c'est 1. Et la troisième, c'est quoi? C'est que si vous avez deux ensembles disjoints, A1 et A2 qui sont disjoints, c'est ce qui est écrit ici, alors la probabilité de leur union doit être égale à la somme des deux. Donc ce sont les 3 contraintes de base. Si vous avez une fonction P qui assigne à des événements A un nombre entre 0 et 1, tel que la probabilité de oméga c'est 1, la probabilité du vide c'est 0 et la probabilité d'une union disjointe c'est la somme des probas, bah là vous avez ce qu'on appelle une mesure de probabilité. D'accord? Est-ce que vous comprenez les 3 premières contraintes? Donc 1, 2 et 3. N'hésitez pas à dire que non. Hein. Ok, ça a l'air d'aller. Donc, une mesure de probabilité, maintenant, on est chez les matheux. C'est-à-dire c'est un objet totalement abstrait. On ne parle plus de réalité, on ne parle plus de personnes qui se baladent ou d'accidents de voiture ou de ce genre de trucs atroces. On parle de maths. On a un ensemble d'espace fondamental oméga. Ryan, c'est une excellente question, on y arrive juste après. Donc on a un ensemble oméga qui contient des événements qui sont assemblés dans un ensemble P de oméga, c'est-à-dire toutes les parties de oméga, et l'assignation prend un ensemble A et l'envoie sur un nombre P de A et satisfait ces 3 contraintes-là. 1, une probabilité c'est toujours entre 0 et 1. 2, la probabilité du rien c'est 0 et la probabilité de tout c'est 1. Et 3, la probabilité d'une union disjointe. Donc une union disjointe, ce serait par exemple mon événement A en mauve ici, celui-là, et mon événement B en vert ici. La probabilité, il faut que mon assignation se fasse de façon à ce que la probabilité de A union B, dans mon exemple ici, donc de vert en union avec mauve, doit être égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. Ça, c'est dans les règles que j'ai décidé d'utiliser pour définir la notion de probabilité. Ça va, ça? Et pourquoi est-ce qu'on impose 1, 2 et 3? Parce que si jamais on n'a pas ces règles-là, on n'a pas une proba, parce qu'une proba doit quand même être un truc plus ou moins raisonnable par rapport à ce qu'on cherche à faire. Ça va pour tout le monde, les 1, 2, 3?
Ok. Alors, mathématiquement parlant, il y a une petite subtilité. Donc si par exemple certains d'entre vous sont hyper motivés et décident d'aller voir un cours de maths, par exemple mon cours de proba chez les matheux, vous verrez qu'en fait ma définition de probabilité chez les matheux, elle est beaucoup plus compliquée, parce qu'en fait mathématiquement il y a des subtilités qui doivent être satisfaites. Et en fait si vous imposez juste 1, 2 et 3, vous allez avoir un souci avec un nombre infini d'événements. Et donc ce qu'il faut faire en fait c'est imposer ce qui se passe sur un nombre infini d'événements. Si vous avez une suite infinie d'événements à 1, à 2, etc., qui sont disjoints, alors pour avoir une probabilité qui fonctionne mathématiquement correctement, ce qu'il faut imposer, c'est quoi? C'est que la probabilité d'une union disjointe infinie, c'est la somme des probabilités individuelles. Et donc là, on se retrouve avec une notion qui est celle d'une série convergente, pour ceux d'entre vous qui ont vu. Et donc en fait, la bonne définition de mesure de probabilité, ça a été découvert dans les années 30, c'est celle-ci. C'est n'importe quelle assignation P qui prend des ensembles et les envoie sur des nombres entre 0 et 1 et qui satisfait les règles 1, 2, 3 et 4. Est-ce que vous devez connaître ça par cœur? J'ai envie de dire que oui. Est-ce que je vais vous interroger dessus? Ça dépendra du format de l'examen. Entre 3 et 4, donc il y a une question, je crois que je dois lire les questions à haute voix, sinon quand vous regarderez la vidéo, vous ne comprendrez rien. Donc je lis les questions à haute voix à partir de maintenant. Marco, tu demandes entre le 3 et le 4, à part le fait que l'un soit infini, quelle est la différence? C'est une différence subtile. C'est que en fait, à partir du 4, tu peux retrouver le 3, mais à partir du 3, si tu y réfléchis longuement, mathématiquement, tu ne peux pas retrouver le 4. Donc en fait, il faut le 4 qui te donnera le 3 gratuitement et pas le 3 qui te donnera le 4. Mais moi, je vous donne le 3 plus le 4, parce que le 3, il est facile à comprendre. On comprend bien ce qui se passe. Alors pour ceux d'entre vous qui ont fait des maths fortes, il y en a certainement pas mal, en fait, avec le 3, vous obtenez par récurrence n'importe quelle suite finie, mais vous n'aurez pas la suite infinie. Donc c'est pour ça qu'il faut l'imposer. Et donc c'est exactement, Marco, ça rejoint ma remarque juste en dessous. On appelle ces conditions les axiomes de Kolmogorov parce qu'elles ont été découvertes par Kolmogorov. Allez voir sur Wikipédia la vie de ce monsieur, c'est fascinant. Et alors, si vous montrez ça, si vous montrez mes notes à votre ancien prof de maths ou à votre grand frère ou grande sœur ou parents qui sont matheux, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il fait le prof là? Il y a les conditions qui sont redondantes. Oui, j'en suis bien conscient. Il y a moyen de simplifier la définition, mais alors elle devient moins intuitive. Et alors il faut faire pas mal de travail pour prouver que tout fonctionne bien. Donc ici, moi j'ai préféré mettre des conditions qui sont redondantes, qui vous donne une définition qui fonctionne, mais qui est peut-être un peu moins élégante que la définition habituelle. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous n'êtes pas des matheux, on ne va pas passer 3 heures à définir une proba, ça ne vous intéresse pas, vous tout ce que vous voulez c'est savoir calculer des probas. Donc les axiomes de Kolmogorov, pour moi dans le cadre de ce cours-ci, ce sont ces 4 axiomes-ci. 1, probabilité c'est toujours entre 0 et 1, 2, probabilité du tout c'est 1, probabilité du rien c'est vide, c'est 0. 3, si vous avez des ensembles disjoints, la probabilité de leur union, c'est la somme des probas, que cette union soit finie ou infinie. Alors, c'est très surprenant, enfin j'espère que vous êtes d'accord, c'est très surprenant qu'une définition aussi simple, parce qu'elle est très simple en fait, il y a juste 4 conditions qui sont tout à fait intuitives, cette définition simple permet de construire toute la théorie des probabilités. Tout ce qu'on fait en proba part de cette définition-ci. Je remarque, mais je ne vais pas m'y attarder non plus, c'est qu'on peut construire facilement plusieurs mesures de probabilité différentes sur une même expérience. Allez, je vais peut-être faire quand même un exemple. Si je prends l'ensemble oméga qui est associé au lancer de dés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si j'assigne aux différents éléments la même proba, donc 1/6, ça c'est ce qu'on appelle le modèle uniforme. Mais, pardon, il n'y a pas d'accent. On pourrait aussi imaginer, Mohamed, je te réponds tout de suite après. On pourrait aussi imaginer, plutôt dire que probabilité de 1, c'est la même chose que la probabilité de 3, c'est la même chose que la probabilité de 5, c'est 1/3, et la probabilité des autres, c'est 0. Ça, c'est une autre mesure de probabilité sur le même ensemble.
Donc ça, c'est une première mesure de proba. Et ça, c'est une autre mesure de proba sur le même ensemble fondamental qui est l'ensemble associé au lancer de dés. Alors, Mohamed, tu me dis, mais la 4, c'est le premier axiome de la dernière fois, non. J'ai pas compris. Mohamed, j'attends que tu me clarifies ta question. Tu peux aussi prendre la parole avec le micro si tu veux. Bon, bah je passe alors, désolé, je ne comprends pas ta question. Je suis pas forcément très malin. Lucie, je n'ai pas compris la troisième contrainte de la mesure de probabilité. La troisième, c'est celle-ci alors. Hein. Oui? Oui. Donc celle-là, c'est juste demander, bah, si je te disais ça en français, tu tires une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes tout à fait standard, quelle est la probabilité que ce soit une dame ou un roi? Une dame ou un roi, bah, la probabilité que ce soit une dame ou un roi, c'est simplement la probabilité que ce soit une dame, c'est-à-dire 4 chances sur 52, plus la probabilité que ce soit un roi, 4 chances sur 52. Et donc ça dit juste que si tu as deux événements disjoints, la probabilité d'avoir l'un ou l'autre, c'est la somme des probabilités individuelles. C'est mieux pour toi ça, Lucie? Ok. Alors Iman, la quatrième, c'est un truc de matheux, c'est qu'il faut savoir gérer l'infini. Et pour gérer l'infini, ben, ça coule pas de source. Et donc ici, ce qu'on dit, c'est que si tu as une suite infinie d'événements, si par exemple, tu lances une pièce jusqu'à voir apparaître un... Enfin non, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si tu as une suite infinie d'événements, bah alors il faut savoir aussi assigner des probabilités à des événements construits à partir d'unions infinies. Pourquoi? Bah parce qu'on en aura envie, et vous-même vous en aurez envie, même si on ne va pas rentrer dans les détails qui vous donneront envie de faire ça. Et donc, pour pouvoir calculer les probabilités d'une union infinie, bah, tu ne peux pas utiliser la règle 3. La règle 3 ne suffit pas. Il faut une règle un peu plus compliquée, et c'est celle-là. Elle dit que bah, ce qui se passe pour une union de 2 se passe aussi pour une union infinie. C'est-à-dire que la probabilité d'une union infinie, c'est la somme des probabilités individuelles, pour autant que les éléments dont on prend l'union sont disjoints. Ça va? Ok. Donc cette définition-là, bah, elle donne tout ce qu'on veut, et donc je peux maintenant rejoindre la question de qui? Bah, je ne sais plus. Quelqu'un qui demandait ce qui se passait si c'était pas disjoint. Bah, si c'est pas disjoint, bah, dans ma définition, c'est pas dit. Ma définition ne dit pas ce qui se passe pour des ensembles non disjoints. Ma définition ici, elle dit même pas ce truc-là. On n'a même pas cette règle-là. Cette définition, elle ne dit que ce qui se passe pour le tout ou des unions disjointes. Bah, en fait, la définition suffit parce qu'on a directement le théorème suivant, le théorème des règles de calcul, que je vais bien entendu vous prouver avec beaucoup de joie. Donc, Ryan, bah voilà, c'était toi. Donc, qu'est-ce qui se passe pour des unions disjointes, non disjointes? Bah, pour des unions non disjointes, il faut un peu travailler. Alors, ça donne le théorème, donc on est au slide 33 sur 122. Et ce slide 33 sur 122, il dit que en fait, la définition suffit pour obtenir tous les résultats qu'on peut imaginer, possibles et imaginables. Par exemple, la probabilité du complémentaire, c'est 1 moins la probabilité de l'ensemble. Bah ça, c'est facile. Pourquoi? Bah parce que on sait que A en union avec A complémentaire, c'est bien entendu oméga, par définition. Oui, mais on sait que A et A complémentaires sont disjoints. Du coup, la probabilité de A en union avec A complémentaire, bah vu que A en union avec A complémentaire c'est oméga, bah c'est nécessairement la probabilité de oméga. Mais oméga, il est de probabilité 1, c'est l'axiome 2. Donc par l'axiome 2, ceci vaut 1. Et ceci, bah, par l'axiome 3, vu qu'ils sont disjoints, c'est la probabilité de A plus la probabilité de A complémentaire. Voilà, on a fini.
si on a une mesure de probabilité, c'est-à-dire si on a une assignation qui envoie des ensembles sur des nombres entre 0 et 1, des ensembles sur des nombres entre 0 et 1 qui satisfait les 4 règles qui sont là, cette probabilité nécessairement satisfait à la contrainte qui est ici. C'est assez magique. Est-ce que disjoint veut dire indépendant, Eline? Ta question est très bonne. Pas du tout. Donc disjoint, ça veut dire justement pas du tout indépendant. Parce que s'ils sont disjoints, ils ne peuvent pas avoir lieu en même temps. Donc ils ne sont pas indépendants. Hind, tu me demandes P de B sans A. Non, c'est pas ça, faut pas confondre. On ne parle pas d'indépendant, donc c'est en fait, si tu es dans le même cadre que Eline, tu me poses une question sur l'indépendance. Non, ça n'a rien à voir. Donc l'indépendance est quelque chose d'un peu plus compliqué sur lequel on reviendra, j'espère déjà aujourd'hui, mais il y a peu de chance. Ça va? Ok. Donc Mohamed, qu'est-ce que tu me dis? Si A et B sont un ensemble fini disjoint. Oui, d'accord. Oui, tu as raison. Pardon, Mohamed, j'avais pas compris ta question, mais ta question est en fait extrêmement bonne. Attends, parce que j'ai perdu mon fichier, moi. Oui, en fait, ça ressemble très très fort à l'axiome 2 qu'on avait vu dans le chapitre. Où est-ce qu'il y a cet axiome? Ça ressemble extrêmement fort à l'axiome 1, pardon, pas l'axiome 4, l'axiome 1 qui est ici. Oui, ça ressemble très fort. En fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que tout ce qu'on savait faire avec les dénombrements, donc les deux petites barres là, tous les théorèmes que tu as avec les deux petites barres, tu peux remplacer ces deux petites barres par un P. P crochet. Ça va? Mais c'est pas une conséquence, parce que ce qu'on fait est plus général. On travaille maintenant avec une formule abstraite P qui assigne à des événements A des probabilités P de A. D'accord? Alors, Chimène Mansour, tu dis quoi? Tu dis, il y avait une formule qui disait P de A. Alors, attention, oui, je comprends, donc c'est la même question que quelqu'un d'autre juste au-dessus. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Donc vraiment, faites-moi confiance, on va y arriver. On va définir ce P de A bar B. Voilà, Chimène et In, vous posez la même question, vous êtes en phase. On va y arriver, mais c'est pas la même chose. Donc c'est pas la même chose. Donc je reviens dans mon théorème. Pour l'instant, on sait que si jamais notre probabilité satisfait les 4 axiomes, elle satisfait également ceci. D'accord? Maintenant, deuxième chose, une probabilité, c'est d'office croissant. C'est quoi ça? Ça dit que si jamais A est inclus à B, alors la probabilité de A est nécessairement plus petite ou égale à la probabilité de B. Ok, intuitivement c'est assez clair. Vous avez votre patate A qui est ici, vous avez votre patate B qui est ici. A est inclus à B, la probabilité de B va être plus grande que la probabilité de A. Ça paraît intuitivement assez logique. B, il contient tout ce qui est dans B, mais en plus il contient aussi tout ce qui est dans A. Comment est-ce qu'on prouve ça? Par exemple, on peut dire que B, c'est égal à A en union avec tout ce qu'il y a dans B dont je retire A. Alors là, je crois que ça rejoint la question de Hind et de Chimène. B sans A, c'est tout ce qui est dans B, mais pas dans A. Donc B moins A, c'est l'intersection entre B et le complémentaire de A. Donc ça n'a rien à voir avec les probabilités conditionnelles de ce genre de choses. Ok? Et donc, ce que dit le théorème ici, deuxième partie, il dit que si A est inclus à B, alors la probabilité de B est plus grande que la probabilité de A. Mais comment est-ce qu'on voit ceci? Partant de cette affirmation-ci, la probabilité de B, c'est la probabilité de A en union avec B dont je retire A. Oui, mais ça, c'est sympa, parce que ça, c'est quoi? Ça, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B dont je retire A. Comment est-ce que je vois ça? Ça, c'est simplement de nouveau l'axiome 3 que j'applique. Tout le monde voit ça? Tout le monde voit comment je suis passé à la ligne que je suis en train de surligner ici? Ok.
Bah alors on a fini. Parce que ce truc-là, bah grâce à l'axiome 1, grâce à l'axiome 1, je sais que c'est positif. Donc qu'est-ce que je sais? Bah, je sais que mon machin ici, P de B, il est égal à ce machin-là, P de A, plus un brol. Je parle trop bien, moi. Plus un brol positif. Donc, je recommence. Est-ce que tu es d'accord, Antigona, que B c'est A en union avec B sans A? Donc B c'est égal à A, auquel j'adjoins tout ce qui est dans B mais pas dans A. Tu vois ça? Ok. Bah, si tu es d'accord avec ça, tu es d'accord avec ceci. Et donc la probabilité de B, bah, vu que ça c'est égal à ça, la probabilité de B c'est égal à la probabilité de A en union avec B sans A. Oui? Parfait. Oui, mais j'applique l'axiome 3, celui-ci, qui me dit que si j'ai deux ensembles disjoints, bah dans mon cas c'est A et tout ce qui est dans B pas A, la probabilité de leur union c'est la somme des probabilités individuelles. Donc je peux faire ceci. Ok? Et ça, d'office, c'est positif. Pourquoi? Bah parce que c'est marqué. Une probabilité, c'est toujours positif. Donc ça me dit quoi? Ça me dit que P de B, le truc en mauve, il est égal à P de A plus quelque chose de positif. Pas nécessairement, il est plus grand ou égal à P de A. Donc j'ai mon affirmation en orange. Mais je peux même aller plus loin, parce que grâce à ce que j'ai écrit ici avec l'égalité étoile, je peux même dire aussi que P, si A est inclus à B, alors la probabilité de B sans A, donc de B dont je retire A, simplement la probabilité de B moins la probabilité de A. Et ça coule directement de source à partir de l'égalité étoile. Ok? Vous êtes toujours là? Merveilleux. Merveilleux. Ok, donc ça c'était le deuxième point qu'on avait en cadeau. Troisième point qu'on a en cadeau aussi, je vais le mettre en bleu ciel, c'est que en fait de manière générale, on ne doit pas avoir A inclus à B pour calculer la probabilité de B dont on retire A. Donc c'est le troisième point qui dit quoi? Qui dit que la probabilité de B dont je retire A, c'est la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Comment est-ce que je vois ça? Ben, je reprends mon dessin, j'ai A qui va être ici, j'ai B qui est là. La probabilité de B, pardon, je reviens en arrière. La probabilité de B dont je retire A, c'est la probabilité de tout ceci. Bah, c'est pas la probabilité de B moins la probabilité de A. C'est la probabilité de B moins la probabilité de tout ce qui est commun à A et B. Donc la preuve, en fait, elle suit quasiment de manière automatique. Et donc je reviens sur je ne sais plus qui me disait bah, ça ressemble très fort à ce qu'on a fait donc, sur Mohamed. On est en train de faire des choses qui ressemblent extrêmement fort à ce qu'on a déjà fait pour les dénombrements. Oui, oui, c'est l'idée, c'est fait exprès. Enfin, c'est fait exprès. C'est comme ça. C'est qu'en en fait, avec les règles qu'on a d'une probabilité, on peut recalculer les mêmes théorèmes que ceux qu'on avait pour les dénombrements, mais de manière plus générale avec des probabilités. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a que B, c'est nécessairement égal à A en union avec B dont je retire A. Pardon, je recommence parce que ça c'est pas vrai. B c'est nécessairement égal à A inter B, la partie verte, en union avec B dont je retire B dont je retire A, c'est-à-dire la partie bleue. Et donc j'applique mes règles des probabilités. P de B, c'est nécessairement égal à P de A inter B en union avec B dont je retire A. Du coup, bah ça c'est égal à P de A inter B plus P de B inter A. Bah, de nouveau, j'applique l'axiome numéro 3 qui me dit ce qui se passe avec des ensembles disjoints. Et la conclusion suit. Ça va?
Vous êtes toujours là? Ok. Je fais encore le suivant et celui d'après, je vous le laisse comme exercice. Donc ici en gris, on a ce qui se passe avec une union non nécessairement disjointe. La probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. Et qu'est-ce qui se passe s'ils ne sont pas disjoints? On compte, en fait, quelque part, on compte l'intersection 2 fois de trop. C'est exactement la même chose que dans le cadre du dénombrement, c'est le même théorème en fait, et ça va être exactement la même preuve. Donc j'ai mon A ici, j'ai mon B ici. Alors qu'est-ce que je sais? Je sais que A union B, c'est en fait A dont je retire B, en union avec A inter B, en union avec B dont je retire A. Donc je vais mettre ça en, je sais pas moi, vert ici, celui-ci en vert clair, celui-ci en orange, et celui-ci en bleu. Oh, mais bon, la probabilité de A union B, c'est donc égal, c'est une union disjointe, donc je peux écrire ceci. Donc ça, c'est de nouveau, j'applique l'axiome 3 en version un tout petit peu évoluée, parce que je l'ai développé à... Allez, je vais le faire lentement. Comme ça, je triche pas, sinon je triche. Donc j'applique l'axiome 3 une première fois pour faire ceci. Puis je réapplique l'axiome 3 pour me débarrasser de l'union ici. Et puis j'applique les règles de calcul que je viens de prouver. Donc ici j'ai P de A moins P de A inter B. Ça c'est le truc vert clair. Donc, vert clair. Ensuite je vais avoir plus P de A inter B. Ça c'est le truc orange. Et ensuite, je vais avoir plus P de B moins P de B inter A. C'est le truc bleu. Voilà, voilà, voilà. Et puis je simplifie. J'ai donc celui-là qui simplifie avec celui-là. Et il me reste P de A plus P de B moins P de A inter B. Ok? Ça va à tout le monde? Donc tous ceux d'entre vous qui disent mais c'est la même preuve que celle qu'on a faite avec les petites barres verticales pour les dénombrements, oui c'est la même. Ceci explique, enfin c'est la même, on a juste remplacé les petites barres par un P. Mais donc voilà, je vous laisse chipoter pour obtenir la preuve du résultat que je vais mettre en brun ici. Il dit ce qui se passe avec une union de 3. Si vous avez une union de 3, vous allez avoir la somme des unions individuelles, B, C. Vous retirez toutes les intersections jointes, A, B, A, C, B, C. Puis vous rajoutez les intersections triples, A, B, C. D'accord? Je vous laisse chercher pour la preuve. Si vous avez un doute, vous m'écrivez. Si vous y arrivez et que vous voulez vérifier que vous faites ça bien, vous me l'envoyez par... vous faites une petite photo, vous faites un scan et vous me l'envoyez. Ok? Alors les exercices, je vous laisse les faire. Je crois qu'ils sont assez similaires à des choses que vous avez déjà faites au secondaire. Et de toute façon, le TP de demain ou de jeudi sera consacré à ceci. Donc ce que vous devez retenir de cette section, c'est quoi? C'est la définition d'un espace fondamental, d'un événement, d'une probabilité. Est-ce que vous devez retenir ça par cœur? Oui, c'est plus simple si vous la reconnaissez, si vous la retenez par cœur, ça vous permettrait d'avancer plus vite. Vous devez avoir en tête les différents exemples de mesures de probabilité et vous devez avoir en tête les théorèmes des règles de calcul ainsi que la démonstration que nous venons de faire. Ok, jusqu'ici? Ok. Alors on arrive maintenant à la question de
Cyrine, à la fin de la vidéo, vous avez dit qu'on allait faire le dernier slide, exercice du slide 20, point d'exclamation. Oui, pardon, désolé, ne te fâche pas. J'ai menti. Non, je vais le faire, mais je vais le faire je vais faire une vidéo consacrée à ça. Parce que ça va me prendre... oui, slide 20. T'imagines 20 factoriel slide. Donc non, je vais faire une vidéo, là-dessus à côté, parce que sinon ça va me prendre beaucoup de temps. Et alors je répondrai à des questions plutôt que de passer le cours là-dessus. Parce que je veux vraiment arriver à la fin du chapitre sur les probas pour que vous puissiez faire votre TP de demain en fait. Ça va? Mais tu as raison, Cyril. J'avais dit et j'ai pas fait. Pardon, pas te fâcher. Tu n'as pas compris, Yasmine, le deuxième point qu'il faut connaître dans le cadre à retenir. Qu'est-ce qui est le deuxième point? Ce que je veux dire, c'est quand même extrêmement coloré tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut retenir, tu vois par exemple, le modèle de probabilité associé à un lancer de pièces ou à un lancer de dés ou à un choix de cartes, avoir ces exemples-là en tête, tout simplement. Donc c'est pas un point très compliqué, mais ça reviendra. Et donc on en arrive à la fin de cette section, quasi. C'est le dernier argument qui manque, c'est le dernier ingrédient plutôt qui manque. Avant d'avoir une théorie vraiment utile, on doit réussir à comprendre comment on gère les relations de causalité entre les événements. Si on a des événements, il y en a qui s'impliquent les uns les autres. S'il pleut, alors on va porter des habits plus imperméables. S'il fait chaud, des habits plus légers, ce genre de choses. Donc il y a des événements qui vont s'influencer les uns les autres sans être vraiment... sans avoir vraiment des intersections. Donc il faut réussir à gérer ça, et ça va donner naissance à une notion à laquelle je ne sais plus, Hind et quelqu'un d'autre avaient déjà fait référence, qui était la notion de probabilité conditionnelle. Alors pour arriver à intuiter ce truc-là, on va faire une petite histoire. Supposons que parmi 200 étudiants, il y ait 60 filles il y ait 110 filles et 90 garçons, mais 60 filles qui sont inscrites en sciences mathématiques, je vais mettre ça en mauve, 60 filles en sciences mathématiques. On a 50 filles en sciences physiques, on a 60 garçons en sciences mathématiques, et on a mauvais choix de couleur, et on a 30 garçons en sciences physiques. Ok? On rassemble tout ça dans un tableau de contingence 2 x 2, et donc on voit qu'il y a 110 filles, 90 garçons, 120 mathématiciens et 80 physiciens pour un total de 200 personnes. Ok. Si on divise par 200, ça nous donne, c'est plutôt ça le tableau de contingence, ça nous donne les proportions dans chacune des cases, et donc on a une proportion de 15% de garçons chez les physiciens, on a une proportion de 25% de filles chez les physiciens, on a une proportion de 30% de filles chez les matheux, et de 30% de garçons chez les matheux, ce qui nous donne dans les marges, ici et ici, là évidemment on a 100%, parce que 100% des gens dans notre étude sont soit des mathématiciens, soit des physiciens, et 100% sont soit des filles, soit des garçons. Les entrées qui sont dans les marges, ça donne la proportion de filles et de garçons, 55%, 45%, et ça donne la proportion de mathématiciens et de physiciens dans notre échantillon, c'est 60%, 40%, c'est ce qu'on appelle les marginales. Ça va? Tout le monde comprend ce qui est marqué sur cette slide-ci? Ok. Donc je recopie, ici je ne fais rien, j'ai juste recopié le tableau, et maintenant on va lire ça un petit peu, on voit que la proportion de mathématiciens qui sont des filles, c'est 30%, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok, donc je crois que on voit aussi la proportion de filles physiciennes qui est de 25%. Toutes ces proportions sont attendues par rapport à la population totale de 200 étudiants, et les marginales donnent les probabilités de chaque groupe. Par exemple, proportion de filles c'est 55%, proportion de physiciens c'est 40%. Donc les marginales, c'est ce qui est dans les marges tout simplement, Lina. Les entrées dans les marges sont appelées les marginales, tout bêtement.
C'est un mot que vous devez connaître, c'est un mot qui va revenir tout le temps, on vous parlera tout le temps de distribution marginale. Ça, c'est la distribution marginale phi-garçon, ça, c'est la distribution marginale mathématicien-physicien, mais marginal, ça vient tout bêtement du mot marge. C'est dans les marges d'un tableau. Le 1 aussi. C'est quoi le 1? Non, le 1, non. Le 1, pardon. Le 1, c'est juste que la somme des deux fait 1. Elias, tu as raison. Le 1 ne fait pas partie du tableau. Alors, ça devient plus subtil quand on commence à regarder des questions plus subtiles. Je parle trop bien. Donc, il ne faut pas confondre proportion de filles physiciennes dans l'ensemble et la proportion de filles parmi les étudiants de physique. Attends, donc ça peut être des fréquences, des pourcentages. Oui, ça peut être des fréquences, des pourcentages, peu importe. C'est dès que tu as une... Pardon, pour les gens qui regardent que la vidéo, il y a Lina qui demande, donc ça peut être des fréquences, des pourcentages, peu importe. Oui, donc si tu as une distribution jointe de deux ou plus expériences aléatoires, si tu regardes ce qui se passe dans les marges pour l'un de ces éléments indépendamment des autres, ça te donne ce qui s'appelle la distribution marginale. Donc maintenant, on va regarder la proportion de filles parmi les étudiants en physique. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ce que je vais noter. Prop F barre verticale. Donc, c'est pas la même chose que ça, attention. Ça, c'est le moins ensembliste. Moi, ici, maintenant, j'ai écrit une barre verticale. Certains d'entre vous, surtout les Français, je crois, vous écrivez plutôt prop phi en dessous de F. Je crois que c'est une notation plutôt standard chez les Français. C'est le conditionnement, on le note en écrivant ce par rapport au conditionne en dessous. Ryan, tu dis ouais. Ben voilà, ouais. Moi, je note ça plutôt. C'est une notation plutôt acceptée. Je trouve que c'est même plus accepté que la notation des Français. C'est la barre verticale ici. Donc ça représente quoi? Ça représente la proportion de filles parmi les physiciens. Et c'est quoi la proportion de filles parmi les physiciens? On doit regarder le ratio du nombre de filles qui sont physiciennes sur le nombre de physiciens au total. Donc ça donne quoi? Ça donne 50 sur 80. 50 sur 80. Vous voyez ça? C'est pas la même chose de regarder la proportion de filles physiciennes que de regarder la proportion de filles parmi les physiciens. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde la proportion de filles parmi les physiciens? On change de dénominateur. On n'est plus en train de diviser par 200, parce qu'on s'en fout des autres, on s'en fout des matheux. On s'intéresse que aux physiciens, et donc on change de dénominateur. Même chose, la proportion de filles parmi les mathématiciens, c'est le ratio du nombre de filles mathématiciennes divisé par le nombre de mathématiciens. Donc c'est le nombre de filles mathématiciennes divisé par le nombre de mathématiciens. Alors, remarquez aussi que c'est pas subtil, mais c'est quand même subtil. C'est que la proportion de filles parmi les physiciens, c'est pas du tout la même chose que la proportion de physiciens parmi les filles. Oups, pardon, j'ai fait une petite faute de frappe ici. Ça devrait être propre, comme ça. Donc la proportion de physiciens parmi les filles, vous gardez le même numérateur, donc c'est bien F inter phi, vous gardez le nombre de filles parmi les physiciens, le nombre de filles physiciennes, pardon, donc le nombre de filles physiciennes c'est celui-ci, mais vous divisez par le nombre de filles, cette fois-ci, votre dénominateur est donné par le nombre de filles. Théodore, pourquoi le calcul est composé de valeurs absolues alors que les valeurs sont obligatoirement des nombres positifs? Ah oui, mais peut-être que tu as manqué le premier cours. C'est pas des valeurs absolues ici. Ce truc-là, c'est simplement c'est de la notation universelle en fait pour dire le nombre d'éléments qu'il y a dans A. D'accord? Oui, c'est le cardinal. C'est dans les notes, hein, c'est expliqué au tout début du cours. Ok, mis à part ces problèmes de notation, tout le monde suit? Ok. Bon, je vais juste lire vite ça. On peut faire pas mal. En fait, un tableau à double entrée, ce tableau-ci, là, celui-là, c'est pas très intéressant, tout seul. Ça devient fascinant quand on commence à regarder les relations entre les entrées, sous le terme de, quelle est la proportion de filles parmi les physiciens, quelle est la proportion de physiciens parmi les filles. On apprend beaucoup plus de choses quand on regarde tous ces trucs
plutôt évolué. Virgile, tu me demandes quelle est la différence entre proba et proportion. Bah, proportion, c'est super clair, on voit ce que c'est simplement des ratios. Proba, c'est beaucoup plus général. Donc pour l'instant, pour vous donner une intuition, je parle de proportion, puis après on refera tout ça avec des probabilités. D'accord ? Hind, tu me demandes donc c'est un élément par rapport à un autre élément dans un... je comprends pas ta question. Moi ici, tout ce que je voulais faire, je voulais pas vous compliquer la vie, je voulais juste vous donner un exemple dans lequel on comprenait exactement. La proportion, c'est facile, c'est on divise le nombre de filles physiciennes par le nombre de physiciens. Donc c'est beaucoup moins abstrait qu'un truc avec des probas. Donc le but c'était simplement de vous donner un peu d'intuition. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que la seule façon de calculer la proportion de physiciens parmi les filles, c'est de prendre le ratio du nombre de filles qui sont physiciennes divisé par le nombre de filles. Ok ? C'est tout ce que je dis. Donc si tu regardes un tableau à 2 entrées, bah, tu as des trucs absolument fascinants qui peuvent apparaître en le regardant. Donc c'est ce que je dis ici, les proportions conditionnelles nous donnent beaucoup plus de renseignements que des probabilités simples. Par exemple, on apprend que la proportion de filles est strictement plus petite que la proportion de filles parmi les physiciens et strictement plus grande que la proportion de filles parmi les matheux. Les filles sont donc sous-représentées parmi les mathématiciens et surreprésentées parmi les physiciens. En le sens que la proportion de filles dans la population de physiciens est plus grande que la proportion de filles dans la population totale. Notez qu'on a aussi que la proportion de physiciens est plus petite que la proportion de physiciens parmi les filles. Donc les physiciens sont surreprésentés chez les filles. On n'aura certainement pas le temps de faire la section paradoxe de Simpson qui est dans le syllabus, mais on y reviendra un petit peu dans la section paradoxe de Simpson. Je ferai probablement une vidéo là-dessus pour que vous puissiez le regarder dans votre temps libre. Ça ne fait pas partie de la matière, mais il y a des choses vraiment fascinantes qui se passent quand on regarde ce genre de choses. Mais moi, il faut que j'avance, parce que sinon vous n'aurez pas vu toute la matière pour faire votre TP. Donc, maintenant qu'on a vu la notion de proportion conditionnelle qui est, j'espère, intuitive et facile, donc j'y arrive. Pour moi, j'espère que ce que j'ai raconté ici, donc au slide 35, 36, 37, 38, est en fait relativement intuitif et facile. C'est pas abstrait. Une proportion conditionnelle, c'est facile c'est intuitif à calculer. Et maintenant, on va essayer d'upgrader cette notion pour parler de probabilité conditionnelle. Donc, on veut regarder la probabilité d'un événement A, étant donné qu'un événement B a eu lieu. Donc ça, c'est beaucoup plus bizarre. Comment est-ce qu'on peut définir la probabilité d'un événement A étant donné qu'un événement B a eu lieu ? La définition, et cette définition, vous devez la connaître par cœur et la chérir et vous réveiller, vous devez peut-être même faire un petit poster avec le Petit Prince qui vous donne cette formule au-dessus de votre lit, parce que c'est probablement la formule qui définit les statistiques médicales. C'est que la probabilité d'un événement étant donné à un autre, et c'est ça que Hind et je ne sais plus qui, désolé, je ne me souviens plus de qui c'était, me donnaient, c'est que la probabilité de A sachant B, donc cette barre verticale ici c'est sachant B, ce truc-ci se lit probabilité de A sachant B. Les Français, vous avez probablement noté ça, PB de A. Cette probabilité-là, ça se calcule et c'est donné par le rapport de la probabilité de A et B divisé par la probabilité de B. Et d'où ça vient ce truc-là ? En fait, l'humanité étant une chose merveilleuse de temps en temps, elle s'est rendue compte que c'était la bonne façon de calculer une probabilité conditionnelle. Mais intuitivement, ça se voit peut-être quand on retourne avec les proportions. Avec les proportions, qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait dit que la proportion de A parmi les B, simplement le nombre de A et B divisé par le nombre de B. Et ça, évidemment, c'est égal au rapport de la proportion de A et B divisé par la proportion de B. Donc cette définition-ci, ça nous donne cette définition générale qui est ici, qui donne la probabilité conditionnelle d'un événement A sachant un événement B. Et ces probabilités conditionnelles, c'est extrêmement puissant. On va faire un petit exemple. Donc, je répète, je ne demande pas si vous avez compris la définition de probabilité conditionnelle. Votre compréhension ou non de cette définition n'a aucune importance, ni à mes yeux, ni aux yeux de qui que ce soit d'autre. La probabilité conditionnelle, ça se définit comme ça. La probabilité de A sachant B, c'est P de A et B divisé par P de B. Ça va pour tout le monde ?
Alors, si par exemple on vous dit, l'exemple ici, donc les parents du roi ont 2 enfants, quelle est la probabilité que le roi ait une sœur? Une sœur. Ouh, la grosse faute d'orthographe. Quelle est la probabilité que le roi ait une sœur? Vous pourriez avoir envie de dire que ça vaut une chance sur 2. Ben, en fait, c'est tout à fait... là, vous êtes en train de jouer avec votre intuition, et votre intuition est exclue. Non, c'est faux, ça. Pourquoi? Ben, parce que les parents du roi, ils peuvent avoir une fille et une fille, ou alors ils peuvent avoir une fille et un garçon, ou alors ils peuvent avoir un garçon et une fille, ou alors ils peuvent avoir 2 garçons. Ok? On va imaginer que tous ces éléments-ci ont la même probabilité. On va imaginer que la probabilité d'avoir 2 filles, c'est la même que la probabilité d'avoir une fille et un garçon. Ou, en fait, j'utilise des mauvaises notations, excusez-moi. C'est évidemment une suite où l'ordre compte. C'est comme ça. Donc on va imaginer que les chances d'avoir une fille et un garçon, ou un garçon puis une fille, ou 2 garçons, sont les mêmes, c'est-à-dire une chance sur 4. Vous venez de dire, oui, mais c'est pas vrai, il y a plus de chances d'avoir une fille ou plus de chances d'avoir un garçon. Oui, mais ça c'est trop subtil pour ce qu'on cherche à faire. Donc on imagine que tout le monde a la même chance, que les deux sexes ont la même probabilité. Mais quelle est la probabilité que le roi ait une sœur? Bah, mathématiquement parlant, c'est la probabilité d'avoir fille, garçon ou garçon, fille, sachant qu'on a un garçon. S'il y a le roi, et si on est dans un système monarchique dans lequel s'il y a un garçon il devient automatiquement roi et la fille ne peut pas, bah, s'il y a un roi ça veut dire qu'il y a un garçon, donc on est soit là, soit là, soit là, et on vous demande quelle est la probabilité que l'autre ce soit pas un garçon, que ce soit plutôt une fille. Donc on vous demande quelle est la probabilité d'être soit ici, sachant qu'on est là, là ou là. Bah, ça c'est facile, on applique la définition, c'est la probabilité de l'intersection, l'intersection c'est juste ceci, divisé par la probabilité de l'événement par rapport auquel on conditionne. Alors celui-ci, ça fait quoi? Ça fait 2 chances sur 4. Et celui-ci, ça fait 3 chances sur 4. Assez étonnamment, la probabilité que le roi ait une sœur, c'est 2 chances sur 3. Et c'est pas une chance sur 2. Alors là, vous allez me dire, certains d'entre vous vont dire, oui, je suis pas d'accord avec votre interprétation, moi j'interprète ça différemment. Ton interprétation ne m'intéresse pas. Moi, je te dis que la seule façon correcte de calculer une probabilité conditionnelle, c'est d'utiliser la définition qui est ici. C'est la seule façon correcte. C'est ça. Point à la ligne. Ok? Pourquoi n'avez-vous pas mis FG dans le calcul? Pourquoi? Si j'ai mis FG dans le calcul. Lina, je comprends pas ta question. FF? J'ai pas inclus FF. Ah, c'est peut-être parce que mon écriture est trop pourrie. Ça, c'est G, hein, ça ici. C'est un G ici. Oui, donc, pardon, excusez-moi pour les gens qui regardent la vidéo. Il y a une question de Lina ici qui ne comprend pas pourquoi je n'inclus pas FF. Donc au début, il y a 4 probas. Oui, il y a GF, GG, FF et FG, tout à fait. Ensuite, donc, oui, parce que si tu sais qu'il y a un... Pardon, d'accord, j'ai compris ta question. Pourquoi est-ce que c'est ceci l'événement... attends, je vais mettre ça en jaune. Pourquoi c'est ceci l'événement par rapport auquel je conditionne? Parce que tu sais que c'est un roi. Donc tu sais qu'il y a un garçon. Donc c'est soit GF, soit FG, soit GG, parce qu'il y a un roi.
Pourquoi l'ordre a-t-il de l'importance ici? Pourquoi avons-nous au départ FG et GF? Parce que tu peux avoir d'abord une fille puis un garçon, ou alors une garçon et puis une fille. Est-ce que c'est différent d'avoir une fille puis un garçon puis une fille? Non, mais si tu décides de dire que c'est pareil, bah, la probabilité d'avoir une fille et un garçon, ça va être 2 chances sur 4. Donc en termes de probabilité, c'est pas la même chose que d'avoir une fille ou un garçon et un garçon. Donc Alessandro demandait fille-garçon, garçon-fille, c'est différent. Non, pas vraiment, mais il faut juste faire attention à comment on calcule les probas. Il y a plus de chances d'avoir une fille et un garçon que d'avoir 2 filles ou 2 garçons. Ça va, Alessandro, ça répond à ta question? Yasmine, je n'ai pas très bien compris le calcul. C'est quelle probabilité que le roi ait une sœur, sachant qu'ils ont déjà un garçon? Voilà, donc la question, c'est quelle est la probabilité que le roi ait une sœur? Et puis après, le calcul, ici, dans mon exemple, il sert à formaliser tout ça. Et donc, qu'est-ce que je fais? La probabilité que le roi ait une sœur, c'est la probabilité d'avoir un garçon, une fille, ou une fille et un garçon, sachant qu'il y a déjà un garçon. Et puis après, je ne demande pas de comprendre, je t'informe que la façon de calculer ceci, c'est de prendre la probabilité de l'intersection que tu divises par la probabilité de l'événement par rapport auquel tu conditionnes. Ok? Mona, qu'est-ce que représente le OU dans les calculs? Bah, OU, c'est l'union. Donc c'est vrai que ça, j'ai pas détaillé ce calcul-ci. P de F, G ou GF, bah, c'est la probabilité de F, G, union GF. Et ça, c'est quoi? Bah, c'est la probabilité de F, G, plus la probabilité de GF grâce à l'axiome 3. Et donc ça fait 2 chances sur 4. Ok, donc on va terminer le cours d'aujourd'hui avec une dernière définition. Donc ce slide-ci, je vais le sauter. Celui-ci, je ne le fais pas. Je le ferai une petite vidéo pour l'expliquer, parce qu'il est quand même important, mais je veux quand même vous terminer avec la définition, et puis on aura fini le cours d'aujourd'hui. C'est de dire quoi? Ça veut dire que il y a des événements, il reste à définir mathématiquement la notion d'influence. Comment est-ce qu'on peut dire que 2 événements sont dépendants? Bah ça, c'est une question extrêmement compliquée, et philosophiquement, moi j'ai aucune idée de dire est-ce que machin influe sur machin, est-ce que le battement d'aile d'un papillon influe sur une tornade au Canada, etc., etc., etc. Moi je ne sais pas tout ça, c'est trop compliqué pour moi. Alors mathématiquement parlant, par contre, ça j'aime bien. On va dire que A, un événement, est indépendant de B. On retire toute notion de philosophie de tout ça. On dit juste que A est indépendant de B. Si quoi? Ben si en fait, quand tu calcules la probabilité de A sachant B, si lorsque B a lieu, les chances que A arrive ne sont pas influencées. Mathématiquement parlant, c'est une définition extrêmement simple. On dit que A est indépendant de B. Si quoi? Si la probabilité que A arrive sachant que B a eu lieu, B il n'a aucune influence. B n'influe pas sur les probabilités que A ait lieu. Donc 2 événements sont indépendants si et seulement si, mathématiquement, l'occurrence ou non de l'un des deux n'influe pas sur l'occurrence ou non de l'autre. Vous comprenez cette définition? Alors, c'est pas celle, certes, beaucoup d'entre vous ont déjà vu toute cette matière à l'école, c'est pas la définition que vous avez vue à l'école, parce qu'à l'école, vous avez plutôt utilisé une version un peu plus formellement un peu différente. Donc, ça, c'est la même chose que demander ceci. Et ça, c'est la même chose que de demander ceci. Et donc, on dit que 2 événements sont indépendants. C'est la probabilité que les deux arrivent en même temps. Pardon, je vais mettre un B ici. C'est la probabilité que les événements arrivent en même temps. C'est le produit des probabilités individuelles. Et c'est cette définition-là que ceux d'entre vous qui ont vu ça à l'école avaient vu. 2 événements sont indépendants l'un de l'autre, si et seulement si
la probabilité de leur intersection, c'est le produit des probabilités individuelles. Alors on va arrêter là pour aujourd'hui, puisqu'il est déjà 15 heures. Ce que vous devez retenir de cette section, c'est la définition d'une probabilité conditionnelle. Ce sont les différents théorèmes et leurs preuves que je ferai dans une vidéo supplémentaire. Et c'est la définition d'indépendance d'événements. Ça va? Il est 15 heures, le temps passe vite quand on s'amuse. Je vous remercie pour votre attention et je reste disponible. Donc si vous avez des questions, je suis toujours disponible, mais j'arrête l'enregistrement.